J'ai trouvé ma fille endormie dans la rue et je me suis figé. Son mari avait vendu leur maison et épousé sa maîtresse des années auparavant, la laissant sans rien. Je l'ai recueillie. Le lendemain, je suis allé à son immeuble. Quand il a ouvert la porte, ce que j'ai fait. Il ne l'oubliera jamais. La première fois que je l'ai vu là, allongé par terre comme une ombre de plus dans la ville, j'ai senti quelque chose se briser en moi pour toujours. C'était un vendredi soir, un de ces soirs où le froid vous glace jusqu'aux os, même avec un manteau. Je venais de descendre du bus, les mains encore tremblantes de fatigue du voyage. Je voulais juste rentrer chez moi, me faire un café chaud et me reposer un peu avant de dormir. Je ne m'attendais à rien d'extraordinaire sur ce trajet de 5 pâtés de maison. Mais cette nuit-là, Dieu avait d'autres plans. Je l'ai vue de loin, une forme recroquevillée sur le coin entre deux boîtes en carton. Elle ne bougeait pas. Elle ne parlait pas. Elle ne demandait pas d'aide. Au début, j'ai pensé que c'était juste une autre sans-abri, comme tant d'autres qui peuplent tristement les rues à la tombée de la nuit. Mais quelque chose m'a fait y regarder à 2 fois. Je ne sais pas si c'était ses cheveux, longs, sombres et familiers, ou la façon dont elle avait ses bras repliés contre sa poitrine, comme elle le faisait quand elle était petite et avait froid. Je me suis approché lentement, le cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Quand je fus à moins de 2 mètres, mon monde s'est effondré. C'était ma fille, ma petite fille, mon sang, allongée dans la rue comme si elle ne valait rien. Oh mon Dieu, ai-je murmuré, sentant mes jambes me lâcher. Sarah, Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis agenouillé à côté d'elle, bien que mes genoux protestent contre la maladresse de mes mouvements. Son visage était sale, marqué par la poussière de la rue. Sa peau était froide, ses lèvres gercées. Ses vêtements étaient usés et déchirés à plusieurs endroits. Une de ses baskets ne lui appartenait pas, elle semblait trop grande. L'autre n'était qu'un morceau de semelle maintenu par 2 fils. Je lui ai touché l'épaule avec précaution. Mon amour, réveille-toi, s'il te plaît. Elle a ouvert les yeux lentement, comme si elle avait du mal à se souvenir où elle était. Quand son regard s'est posé sur moi, un mélange de surprise, de honte et de soulagement a traversé ses traits. Papa, a-t-elle murmuré d'une voix brisée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pouvais pas parler. Ma gorge s'est nouée d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je l'ai juste prise par les bras et l'ai serrée contre moi. Elle a pleuré contre ma poitrine, faible, épuisée, comme si elle ne l'avait pas fait depuis des années. Mes mains tremblaient pendant que je lui caressais les cheveux, essayant de comprendre comment il était possible que ma fille, la même que j'avais élevée avec tant d'amour, dorme dans la rue comme une étrangère abandonnée par le monde. Lève-toi, chérie, ai-je réussi à dire enfin, d'une voix rauque. On rentre à la maison tout de suite. Tu ne restes pas ici une seconde de plus. Elle tremblait en essayant de se lever. Nous avons dû le faire petit à petit, en s'appuyant sur moi comme elle le faisait quand elle était petite et avait peur de marcher seule les nuits d'orage. Son corps était si léger que cela m'a inquiété. Depuis combien de temps ne mangeait-elle pas correctement? Combien de nuits avait-elle dormi comme ça, exposée au froid, au danger, à l'indifférence des gens? Papa, a-t-elle répété, presque dans un murmure. Il m'a laissé sans rien. Sa voix s'est brisée en prononçant cette phrase, et j'ai tout compris. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus pour savoir de qui elle parlait. Son mari. Le même que je n'avais jamais complètement approuvé. Le même qu'elle avait défendu tant de fois. Le même qui l'avait convaincu que j'étais trop protecteur. Le même qui avait promis de prendre soin d'elle et qui l'avait détruite. Mais ce n'était pas le moment des questions. Ce n'était pas le moment de la culpabilité. C'était le moment de la ramener à la maison et de la protéger. Je l'ai aidée à marcher les quelques pâtés de maison jusqu'à chez moi. Chaque pas semblait peser une tonne. Elle pleurait en silence. Moi aussi, bien que je ne l'ai pas laissé me voir. En entrant, je l'ai enveloppée dans une couverture chaude et l'ai assise sur le canapé. Je lui ai fait une soupe chaude, la même recette que je lui préparais toujours quand elle était malade enfant. Elle a à peine pris quelques cuillerées avant de s'endormir, vaincue par l'épuisement. Je suis resté à la regarder pendant longtemps. Ma fille, la même qui rêvait autrefois de fonder une famille, était là, abattue, brisée, dépouillée de tout par l'homme qui avait juré de l'aimer. Et puis la rage m'a envahi. Une rage dense, profonde, comme un feu qui grandissait dans ma poitrine, mais aussi une douleur qui me faisait trembler. Pendant que je la regardais dormir,
j'ai compris que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Pas cette fois, pas après avoir vu ce que j'avais vu. Je devais faire quelque chose. Je devais affronter cet homme. Je devais reprendre ce qu'il lui avait pris. Pendant que je me préparais une tasse de thé pour rester éveillé, mon esprit a commencé à échafauder un plan. Un plan qui n'avait rien à voir avec la violence, mais avec la dignité, avec la justice, avec l'amour paternel, avec tout ce qu'il n'avait jamais eu pour elle. Et tandis que l'horloge sonnait 3 heures du matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché l'adresse du nouvel appartement où il vivait avec sa maîtresse. Là, dans un immeuble élégant entouré de luxe qui ne lui appartenait pas, dormait paisiblement l'homme qui avait laissé ma fille dormir dans la rue. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir si vous vous êtes abonné à la chaîne et si vous avez aimé la vidéo, cela m'aide à voir que vous me soutenez et que vous appréciez mes histoires. Maintenant, continuons. Cette nuit-là, assis à côté de ma fille pendant qu'elle dormait, j'ai décidé que le lendemain, j'irais le chercher. Je ne savais pas exactement ce que je ferais quand il ouvrirait la porte, mais je savais une chose. Jamais de sa vie il n'oublierait ce qui allait se passer. Quand je me suis réveillé, il était presque 9 heures du matin. J'avais dormi sur la chaise de la salle à manger, la tête posée sur mes bras. Je ne me souvenais pas à quel moment le sommeil m'avait vaincu, je me souvenais de chaque détail de ce que j'avais vu la veille. Ma fille était toujours là, recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans la couverture que je lui avais mise, avec une respiration douce et son visage encore marqué par la fatigue. Je me suis approché lentement et je l'ai regardée. Ce morceau de fragilité que je voyais dans son expression ne correspondait pas à la réalité qu'elle avait vécue. Et pendant que je la regardais dormir, une pensée m'a frappé avec la force d'un marteau. Ma fille avait complètement disparu de ma vie depuis 2 ans, et je n'avais jamais imaginé qu'elle était dans cet état. Ça m'a fait mal. Ça m'a transpercé. Ça m'a détruit de l'intérieur. J'ai fait du café en silence, sans faire de bruit pour ne pas la réveiller. Mais pas même 10 minutes ne sont passées avant que je l'entende bouger. Elle s'est assise lentement, comme si son corps était encore lourd. Quand elle a ouvert les yeux et m'a vu, elle a souri, mais c'était ce sourire brisé, comme si elle avait du mal à se souvenir comment faire. « Bonjour, papa » a-t-elle murmuré. Je me suis approché et me suis assis à côté d'elle. Je ne voulais pas la presser, mais je savais qu'elle devait parler. Elle le savait aussi. « Tu veux manger quelque chose ?» ai-je demandé pour lui donner le temps. Elle a secoué la tête. « Non, j'ai juste besoin de te raconter ce qui s'est passé. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai hoché la tête. « Je suis là, chérie. Raconte-moi tout. N'aie pas peur. » Elle a serré ses mains l'une contre l'autre, tremblant légèrement. Ses yeux regardaient vers le bas, évitant les miens. Et puis elle a commencé. « Papa, il a vendu la maison sans rien me dire. Je l'ai appris quand les nouveaux propriétaires sont arrivés et m'ont demandé de partir. Il vivait déjà avec elle, avec sa maîtresse, et moi, je n'avais nulle part où aller. J'ai senti une vague de chaleur parcourir ma poitrine. Une fureur pure, une indignation absolue. Comment a-t-il pu te faire ça, ai-je réussi à dire avec difficulté. Elle a secoué la tête. Parce qu'il a toujours été comme ça, papa. Je l'ai juste caché pour que tu ne souffres pas. Il m'a manipulé. Il m'a fait croire que si je te disais quelque chose, ça te provoquerait une crise cardiaque, que tu ne pourrais pas le supporter, qu'il valait mieux te laisser tranquille. Je l'écoutais en silence, sentant mon cœur se serrer. Mais ce n'est pas le pire, a-t-elle poursuivi, et sa voix s'est brisée. Quand il est parti avec elle, il m'a laissé sans argent. J'avais des emplois temporaires, mais ça ne suffisait à rien. J'ai dormi chez des amis, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis dans des motels bon marché, à la fin, je me suis retrouvé dans la rue. Je n'en pouvais plus. Je lui ai pris la main. Sa main était froide, mais sa douleur brûlait. « Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison ?» ai-je demandé presque dans un murmure. Elle s'est mise à pleurer. « Parce que j'avais honte, papa. J'avais honte que tu me vois comme ça, vaincu. Et parce qu'il n'arrêtait pas de répéter que tu étais mieux sans moi, que j'étais un fardeau, que si je revenais chez toi, je ruinerais ta vie. Je l'ai cru. J'ai été une idiote. » Je lui ai doucement relevé le visage pour qu'elle me regarde dans les yeux. « Écoute-moi bien, » lui ai-je dit d'une voix ferme mais tremblante d'émotion. « Jamais, au grand jamais, tu n'as été un fardeau.
Tu es ma fille, ma famille, mon sang. J'aurais traversé le monde pour t'aider. Comment as-tu pu penser que je serais mieux sans toi? Elle s'est effondrée. Ses pleurs ont inondé la pièce. Sa douleur se mêlait à mon impuissance. Je l'ai serrée dans mes bras pendant que son corps tremblait. Je suis désolé, papa, répétait-elle encore et encore. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, chérie, ai-je répondu en lui caressant les cheveux. Tu n'as rien fait de mal. Tu as été la victime d'un homme sans âme. Mais maintenant, tu es ici avec moi et tu ne passeras plus une seule nuit dans la rue. Je te le jure. Elle est restée là, serrée contre moi, pendant de longues minutes. Quand elle s'est enfin calmée, elle a pris une grande inspiration et a ajouté, « Il vit dans les condominiums des Chênes avec sa femme. Enfin, sa maîtresse. Maintenant, ils disent qu'ils attendent un enfant. C'est pour ça qu'il a vendu la maison si vite. Il voulait de l'argent pour sa nouvelle vie. Sa nouvelle vie. » La phrase m'a transpercé la poitrine comme une balle. Cet homme misérable avait donc échangé ma fille contre une femme plus jeune et une vie plus confortable, sans remords, sans culpabilité, sans pitié. Je me suis levé du canapé et j'ai commencé à faire les 100 pas dans le salon, incapable de contrôler la rage qui bouillait dans mes veines. Ma fille m'a regardé, inquiète. « Papa, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je me suis arrêté. Je l'ai fixé. J'ai senti mes mains se serrer en poing. « Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, » ai-je dit d'une voix profonde. « Je vais aller lui parler. » Elle a ouvert de grands yeux de peur. « Papa, non, s'il te plaît. Il est dangereux. Tu ne sais pas de quoi il est capable. » Et il ne sait pas de quoi je suis capable, ai-je répondu sans la quitter des yeux. Elle a dégluti difficilement. « Promets-moi que tu ne vas rien faire de mal. » Je l'ai regardé avec tendresse, mais avec une certitude que je ne me souvenais pas avoir ressentie depuis des années. « Je te promets que je ne ferai rien qui te fasse du mal. Mais je ne vais pas laisser l'homme qui t'a détruite continuer à vivre comme si de rien n'était. » Elle a baissé le regard. Je crois qu'elle a compris que ma décision était irréversible. Je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un dossier où je gardais des documents importants. Je ne savais pas encore ce que j'allais utiliser, mais je savais que j'aurais besoin de quelque chose, n'importe quoi, une preuve, une donnée, un indice, car ce que cet homme avait fait ne pouvait pas rester impuni. Pendant que je regardais les papiers, j'ai entendu la voix de ma fille. « Papa, merci de m'avoir ramené hier soir. » Je me suis retourné. Elle était à la porte avec un sourire fragile mais sincère. Et ce sourire m'a donné de la force. « Sarah. » Ai-je dit d'une voix douce en m'approchant d'elle, « Ne pense plus jamais que tu es seule. » Je l'ai serrée dans mes bras une fois de plus. Et ce matin-là, alors que le soleil commençait à peine à poindre à la fenêtre, j'ai su avec certitude que le lendemain, je regarderais dans les yeux l'homme qui a détruit sa vie, et qu'il n'oublierait jamais ce qui allait se passer. J'ai peu dormi cette nuit-là, en fait presque pas du tout. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de ma fille, sale, fatiguée, vaincue. Et puis je voyais le visage de cet homme qu'elle avait appelé mari pendant tant d'années. Un homme qui l'a utilisé, trompé et abandonné sans aucun remords. Je me suis levé avant que le soleil ne se lève complètement. J'ai fait du café. J'ai mis une veste épaisse et je me suis assis à la table de la cuisine, regardant le dossier de documents que j'avais sorti la veille. Je ne savais toujours pas ce que je cherchais, mais quelque chose en moi me disait qu'il y avait là les pièces d'un puzzle que je n'avais pas voulu voir par le passé. Pendant que je passais en revue de vieux reçus, des contrats et une copie de l'acte de mariage de ma fille, j'ai entendu ses pas légers derrière moi. Elle s'est approchée avec une expression qui mêlait honte et soulagement. « Bonjour, papa » a-t-elle murmuré. « Bonjour, chérie. As-tu pu te reposer ?» Elle a hoché la tête, bien que ses yeux disent autre chose. « J'ai mieux dormi que depuis des années » a-t-elle avoué, et cela m'a transpercé l'âme. Je lui ai versé une tasse de café chaud et nous nous sommes assis face à face. La lumière du matin entrait par la fenêtre et éclairait son visage. C'était comme voir le reflet de la petite fille que je portais autrefois sur mes épaules pour l'emmener au parc, la même qui me demandait des histoires avant de dormir, la même qui avait promis de m'appeler tous les jours en partant vivre avec son mari. Mais la vie avait été cruelle avec elle, trop cruelle. « Sarah » ai-je dit d'une voix ferme. « J'ai besoin que tu me dises tout ce dont tu te souviens. » « Tout,
même ce que tu penses sans importance. Elle s'est mordu la lèvre inférieure, hésitante. Puis elle a pris une profonde inspiration et a hoché la tête. D'accord, papa. Je te dirai tout. Elle s'est installée sur la chaise comme si elle se préparait à ouvrir une boîte pleine de souvenirs douloureux. Il a commencé à changer bien avant de partir avec elle, a-t-elle commencé. Au début, je pensais qu'il était stressé par le travail, mais non, il avait déjà une relation avec cette femme. J'ai été l'idiote qui n'a pas voulu le voir. Tu n'es pas une idiote, ai-je interrompu doucement. Elle a continué sans tenir compte de mon commentaire. Un jour, il est arrivé furieux et m'a dit que la maison devait être mise à son nom. Il m'a crié dessus. Il m'a insulté et j'ai accepté. Je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être que j'étais fatigué, ou peut-être que j'avais peur d'être seul. J'ai serré les poings sur la table. Et quand a-t-il vendu la maison? 1 mois plus tard, a-t-elle répondu en baissant le regard. Il m'a dit que la vente était pour un projet. Mais je n'ai pas vu un seul centime. Quand je lui ai demandé, il m'a crié dessus que ça ne me regardait pas. Puis il a disparu pendant 2 jours, et quand il est revenu, il prévoyait déjà de partir avec elle. Ma respiration est devenue lourde. Et personne ne t'a aidé? Pas d'avocat, pas d'amis? Il m'a convaincu que si je le dénonçais, il pourrait dire que j'étais instable mentalement et que je perdrais tous mes droits. Il a même dit qu'il pourrait me retirer mon nom de famille. Il m'a terrifié, papa. J'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas décrire. Ce n'était pas seulement de la rage. C'était une douleur ancienne, profonde, presque primitive, comme si l'injustice commise contre ma fille avait été clouée dans ma propre peau. Je me suis levé de la chaise sans le vouloir, poussé par le besoin de marcher. Elle m'a regardé, inquiète. Papa, à quoi penses-tu? Je pense, ai-je dit, le cœur battant, que cet homme va payer pour tout ce qu'il t'a fait. Que je vais le regarder dans les yeux et lui rappeler qui je suis, et que je ne vais pas lui permettre de détruire ta vie à nouveau. Jamais plus. Elle est restée silencieuse. Puis, lentement, elle a parlé. Papa, j'ai peur. Je me suis retourné et l'ai regardé avec tendresse. Tu n'as pas à avoir peur. Pas tant que je suis en vie. Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. Son corps tremblait, le mien aussi. Nous étions 2 âmes blessées essayant de trouver de la force l'une dans l'autre. Quand elle s'est écartée, j'ai pensé qu'elle voulait se reposer, mais elle est allée à son sac et en a sorti une enveloppe froissée et presque déchirée. J'ai trouvé ça il y a longtemps, a-t-elle dit. Il ne sait pas que je l'ai. Je l'ai gardée sans savoir pourquoi, mais peut-être que ça te sera utile. Je l'ai prise dans mes mains. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des copies de mes imprimés, des contrats, des SMS, tous liés à la vente de la maison. Il y avait des mouvements bancaires suspects, des dépôts sur des comptes inconnus, et une chose qui a attiré mon attention. Un message de la maîtresse lui disant « Vends-la maintenant. Nous devons conclure l'affaire pour l'appartement. » J'ai posé mes mains sur la table. J'ai senti que tout s'emboîtait, chaque pièce, chaque tromperie, chaque mensonge. Cet homme n'avait pas seulement abandonné ma fille, il ne l'avait pas seulement manipulée, il ne l'avait pas seulement laissée dans la rue, il l'avait escroquée. Il l'avait dépouillée de tout ce qui lui appartenait. Et en plus, il avait utilisé cet argent pour construire sa nouvelle vie. Je suis resté une longue minute à regarder ces papiers. C'était le début de mon chemin. C'était mon arme. C'était la porte pour détruire ce qu'il avait construit. J'ai rendu les papiers à ma fille et lui ai caressé le visage. Chérie, merci de me faire confiance. Elle a souri faiblement. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, papa? J'ai pris une grande inspiration. Je vais obtenir justice, mais pas par les coups, pas par la violence. Je vais le faire comme il se doit, avec intelligence, avec stratégie et avec calme. J'ai fait un pas vers la fenêtre et j'ai regardé dehors. Aujourd'hui, je n'irai pas encore le voir, ai-je ajouté. Pas tant que je n'aurai pas tout ce dont j'ai besoin. Mais bientôt, très bientôt, il saura ce que c'est que d'affronter un père qui a vu sa fille souffrir. Elle s'est approchée, a posé sa tête sur mon épaule et a murmuré, « Papa, j'ai peur qu'il te fasse du mal. » J'ai souri sans la regarder. « Ne t'inquiète pas. Il ne va pas me toucher. Il ne le pourra pas, mes mains se sont serrées en poing. Le plan était né,
un plan qu'il ne verrait jamais venir, un plan qui changerait sa vie pour toujours. J'ai passé la matinée à examiner chaque document que ma fille avait conservé dans cette enveloppe froissée. C'étaient des pièces détachées, des fragments d'un puzzle qui commençaient enfin à montrer une image claire. Mais je savais que si je voulais démasquer cet homme, je ne pouvais pas me contenter de papiers volants et de soupçons. J'avais besoin de preuves solides, de témoins, de détails, et de connaître de près la fausse vie qu'il avait construite en utilisant la souffrance de ma fille. À 15 heures, j'ai pris mon manteau, mis les documents dans un dossier et je suis sorti. Ma fille faisait une sieste profonde. Son corps avait besoin de repos. Son âme aussi. Je n'ai pas voulu la réveiller. Je lui ai laissé un mot sur la table. Sarah, je suis sorti régler quelques affaires. Je reviens bientôt. Repose-toi, papa. En marchant vers l'arrêt de bus, j'ai ressenti un mélange d'angoisse et de détermination. Je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver au condominium des Chênes. Mais je savais que je ne rentrerais pas chez moi tant que je n'aurais pas assez d'informations pour passer à l'étape suivante. Le trajet fut long. L'immeuble se trouvait dans un quartier élégant de la ville, très loin de là où ma fille et moi vivions. Je me souviens que pendant que le bus avançait, je voyais des maisons chères, des voitures de luxe et des gens avec des sourires de supériorité, comme si la vie n'avait jamais été cruelle avec eux. Je me suis demandé combien de vies mon ex-gendre avait écrasé pour arriver à cet endroit, combien de mensonges il avait raconté, combien de mal il avait causé. Quand je suis descendu du bus, l'immeuble est apparu juste en face de moi. Il était imposant, un bâtiment moderne avec une façade en verre, des jardins impeccables et un portail de sécurité qui ressemblait plus à un mur. Le contraste avec l'endroit où j'avais trouvé ma fille était violent. C'était obscène. C'était insultant. Je me suis dirigé vers l'entrée d'un pas ferme, bien qu'à l'intérieur je portais une mer d'émotions. Un gardien s'est approché immédiatement. « Bonjour, monsieur. Qui visitez-vous » a-t-il demandé d'un ton poli mais distant. « Je suis ici pour voir Alex », ai-je répondu, en utilisant le nom de mon ex-gendre, sentant ma voix prendre une tonalité que je ne lui connaissais pas. Le gardien a vérifié une liste sur une tablette. « Votre nom » Je lui ai donné mon nom complet. J'ai attendu. Le gardien a froncé les sourcils. « Vous n'êtes pas enregistré pour une visite. » Bien sûr que non. Cet homme n'aurait même pas permis à mes souvenirs de s'approcher de sa nouvelle vie. J'ai juste besoin de lui laisser des documents, ai-je dit en gardant mon calme. Ils sont importants. Je peux attendre dans le hall. Le gardien a hésité. Il m'a regardé de haut en bas. Je ne devais pas donner l'impression d'être dangereux. J'étais un homme de près de 70 ans avec un dossier à la main. Après quelques secondes, il a hoché la tête. D'accord, mais vous ne pouvez pas monter sans autorisation. Attendez ici. Je suis entré dans le hall. L'air froid et parfumé m'a frappé au visage. Il y avait des fauteuils luxueux, des sols brillants, des lampes modernes, tout ce que ma fille avait perdu. Je me suis assis, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai observé les gens qui entraient et sortaient. De jeunes couples, des cadres, une femme enceinte, tous avec des vies parfaites, ou du moins des vies sans l'enfer que ma fille avait vécu. 15 minutes plus tard, j'ai entendu une voix familière. Ce n'était pas celle de mon ex-gendre. C'était une voix de femme. « Êtes-vous le père de Sarah ?» Je me suis retourné. C'était une voisine. Je l'ai su instantanément. Elle portait un sac de course, des vêtements élégants et avait cette expression de quelqu'un qui en sait trop, mais qui ne sait pas s'il doit parler. « Oui », ai-je répondu en me levant. « Je suis son père. » Elle a regardé sur les côtés comme si elle craignait que quelqu'un entende. « Je l'ai vu il y a longtemps, avant. » Elle a baissé la voix. « Avant qu'il ne la quitte. Votre fille venait beaucoup ici en pleurant. Il lui criait dessus devant tout le monde. Une fois, il l'a poussée dans le couloir. Mon cœur s'est arrêté. Il l'a poussée ? Ai-je demandé, sentant une vague de fureur. Oui, a-t-elle dit en fronçant les sourcils. Je l'ai signalé à l'administration, mais il a dit qu'elle avait juste trébuché. Et comme il est ami avec le superviseur, eh bien, vous savez comment ça marche. Je ne savais pas si je devais la remercier ou pleurer. Ma fille avait souffert plus que je ne l'imaginais. Et savez-vous s'il vit ici avec elle, ai-je demandé. La voisine a baissé le regard. Oui.
Elle est venue vivre ici avant même qu'il ne se sépare de votre fille. Beaucoup de gens le savaient. Tout était un secret de Polichinelle. J'ai perdu le souffle un instant. La tromperie avait été plus profonde et plus effrontée que je ne le pensais. La femme s'est un peu rapprochée. Votre fille ne méritait pas ça, a-t-elle dit fermement. Personne ne le mérite. Mais lui, il se croit intouchable. Intouchable. Ce mot a résonné dans ma poitrine. Merci, ai-je répondu d'une voix basse mais ferme. Merci de me l'avoir dit. Elle a hoché la tête et s'est éloignée, me laissant seul avec des pensées qui n'étaient plus des pensées. C'était des feux. C'était des couteaux. C'était des décisions. J'ai regardé l'ascenseur. Je savais que je ne pouvais pas monter. Je savais qu'aujourd'hui je ne pouvais pas encore l'affronter. Mais j'avais besoin d'en voir plus. Alors je suis sorti de l'immeuble et j'ai fait le tour de la structure, cherchant des signes de sa vie de l'extérieur. Et il était là, sur le balcon du 4e étage, lui, mon ex-gendre. Il riait, un verre à la main, riait comme si la vie lui appartenait, comme s'il n'avait jamais fait de mal à personne. Et à ses côtés se trouvait la maîtresse, la femme pour qui il a détruit ma fille, la femme qui était enceinte à un stade avancé. Il y avait de la musique, il y avait de la fête, il y avait du bonheur. J'ai senti quelque chose se fendre en moi, car pendant qu'ils célébraient leur nouvelle vie, ma fille dormait chez moi après avoir vécu dans la rue. Je n'ai pas bougé un seul muscle, j'ai juste regardé jusqu'à ce qu'il rentre à l'intérieur de l'appartement, n'imaginant pas que d'en bas, l'homme qu'il n'aurait jamais dû mépriser l'observait. Ce jour-là, en m'éloignant de l'immeuble, j'ai tout compris. Je n'allais pas le frapper. Je n'allais pas l'insulter. Je n'allais pas l'affronter comme un vieil homme furieux. J'allais le détruire avec le même calme avec lequel il a détruit ma fille. Mais contrairement à lui, le mien ne serait pas de la lâcheté. Ce serait de la justice. Je suis rentré à la maison lentement, le dossier pressé contre ma poitrine et mon esprit plein d'images que je ne pouvais pas effacer. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. L'écho des rires que j'avais entendus sur ce balcon continuait de marteler ma tête comme un marteau. Des années s'étaient écoulées depuis que j'avais ressenti un mélange aussi explosif de haine, de douleur et de détermination. Quand je suis arrivé, le soleil se couchait. La maison était silencieuse. Mais ce silence n'était pas vide. C'était le silence de la paix dont ma fille avait besoin. Je me suis approché du canapé où elle avait dormi la nuit précédente. Cette fois, elle était réveillée, regardant par la fenêtre comme si elle essayait de comprendre à quel moment sa vie s'était brisée. « Sarah », ai-je dit doucement. Elle a tourné la tête et a souri, mais ce sourire faisait mal. C'était un sourire de gratitude assombri par la tristesse. « Papa, tu es de retour. » Je me suis assis à côté d'elle. Il y a eu un long silence entre nous, un de ces silences qui parlent d'eux-mêmes. Elle savait que j'étais allé à l'immeuble. Je savais qu'elle voulait demander, mais aucun de nous n'a parlé au début. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration. Je l'ai vue. Elle a tendu ses épaules. Lui? Oui, lui et elle. Elle a détourné le regard et a pincé les lèvres comme si elle voulait que cette conversation se termine rapidement. Je ne la blâmais pas revivre cette douleur, c'était comme ouvrir une plaie fraîchement refermée. Il semble heureux, ai-je ajouté sans émotion, comme si les mots n'avaient pas de propriétaire. Elle a fermé les yeux un instant. Je le savais, a-t-elle murmuré. Mais ça fait mal quand même. Je lui ai pris la main et l'ai serrée. Chérie, tu ne mérites pas de porter cette honte. Tu ne mérites pas de porter ces ordures sur ton dos. Il ne t'a pas détruite parce que tu étais faible. Il t'a détruite parce que tu es bonne. Et les bonnes personnes font parfois confiance à la mauvaise personne. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Elle est restée immobile, à écouter. Je ne veux pas te venger par colère, ai-je poursuivi. Je veux le faire parce qu'il te le doit. Parce qu'il t'a arraché ta maison, ta dignité, ta tranquillité d'esprit. Et parce que moi, en tant que ton père, je ne vais pas mourir sans m'assurer que tu reprennes ta vie. Ses lèvres ont tremblé. Papa, s'il te plaît, ne fais rien qui te mette en danger. Je ne le ferai pas, ai-je répondu fermement. Je ne suis plus un jeune homme impulsif, et je n'ai pas besoin de lui crier dessus ou de le toucher pour le détruire. Ce que je ferai, je le ferai bien. Je le ferai comme un homme qui a vécu assez longtemps pour savoir que la justice est plus puissante que la rage.
Elle est restée à me regarder pendant longtemps, comme si elle essayait de se reconnaître dans mes mots, ou peut-être essayait de reconnaître le père qu'elle avait autrefois cru invincible. « Papa, je t'aime », a-t-elle dit en se brisant un peu. Je l'ai serrée dans mes bras, un long vrai câlin, un de ceux qui maintiennent l'âme ensemble. J'ai senti ses larmes sur mon épaule, et j'ai pensé que bien que le monde ait été cruel avec elle, je ne permettrai plus jamais qu'il la piétine. Quand elle s'est calmée, je l'ai aidée à se lever. Elle a marché jusqu'à sa chambre à pas lents, mais plus sûre que la veille. Je suis resté seul dans le salon. J'ai regardé le dossier sur la table, les documents, les messages, la preuve de la trahison. Et là, dans ce silence lourd, j'ai ressenti la clarté que j'attendais depuis le moment où je l'ai trouvée endormie dans la rue. Ce n'était plus seulement de la douleur. Ce n'était plus seulement de la rage. C'était un but. Un but si solide qu'il semblait faire partie de mon propre corps. Je me suis approché de la fenêtre. La nuit était déjà tombée. Les lampadaires illuminaient la solitude de ma maison. J'ai pensé à ma fille dormant en sécurité sous un toit à nouveau. J'ai pensé à l'homme qui l'avait détruite et qui vivait maintenant comme un roi. J'ai pensé à la femme qui l'accompagnait, à sa grossesse, à la vie parfaite qu'ils avaient construite sur des mensonges. Et sans m'en rendre compte, j'ai parlé à voix basse. Demain, je commencerai. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir si vous vous êtes abonné à la chaîne et si vous aimez la vidéo. Cela m'aide à voir que vous me soutenez et que vous appréciez mes histoires. Maintenant, continuons. J'ai pris le dossier et je l'ai ouvert une fois de plus. Chaque document était une graine de vérité. Chaque message était une fissure. Chaque signature, chaque date, chaque conversation imprimée était un couteau que je pouvais enfoncer avec une précision chirurgicale. Je n'avais pas besoin de violence. Je n'avais pas besoin de menaces. Je n'avais pas besoin de risquer ma liberté ou mon intégrité. J'avais juste besoin de tout organiser. Et puis j'ai su ce que je devais faire. J'ai commencé à classer les papiers par date, puis par type, puis par pertinence juridique. J'ai sorti un vieux carnet que je gardais dans le tiroir. Celui où j'écrivais les dépenses du ménage, les anniversaires et les rappels. Ce jour-là, ce carnet est devenu mon arme. Là, j'ai tracé les premières lignes du plan. Un plan lent, un plan froid, un plan impossible à arrêter une fois qu'il serait lancé. Mon ex-gendre avait un point faible, un qu'il n'avait pas remarqué jusqu'à ce moment. La maîtresse ne savait pas que la maison qu'il a vendue appartenait à ma fille. Elle ne savait pas qu'elle avait été achetée grâce à l'effort mutuel des deux. Et surtout, elle ne savait pas qu'il avait commis une fraude en mettant la propriété à son nom par manipulation émotionnelle et menace. Les murs de cet appartement luxueux étaient construits sur un secret que seul moi pouvais détruire. J'ai fermé le dossier. J'ai respiré profondément. J'ai regardé l'horloge. 22 heures. Ma fille dormait paisiblement dans sa chambre. Moi, par contre, j'étais éveillé, plus éveillé qu'à aucun autre moment de ma vie, car je savais quelque chose avec une certitude absolue. Demain serait le début de la fin pour lui, et le début d'une nouvelle vie pour ma fille. J'ai dormi à peine quelques heures, mais je me suis levé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Le lever du soleil entrait par la fenêtre comme une ligne dorée, fendant l'obscurité de la chambre en deux. Je me suis habillé lentement, avec la solennité de quelqu'un qui se prépare à quelque chose d'inévitable. Je me suis lavé le visage, j'ai peigné mes cheveux gris et je me suis regardé dans le miroir. Je n'ai pas vu un vieil homme. J'ai vu un père. J'ai vu un protecteur. J'ai vu quelqu'un qui en avait assez que la vie lui enlève ce qu'il aimait. J'ai pris le dossier avec les preuves et je l'ai mis dans ma mallette en cuir, celle que j'utilisais il y a de nombreuses années quand je travaillais encore. Avant de partir, je suis passé par la chambre de ma fille. Elle dormait profondément, respirant avec un rythme que je n'avais pas entendu depuis avant son mariage. Je l'ai regardée un instant. J'ai ajusté une couverture sur ses épaules. Aujourd'hui, je commence à te rendre ta vie, ai-je murmuré sans qu'elle m'entende. Je suis sorti et j'ai fermé la porte avec précaution. Le chemin vers les condominiums. Les chaînes semblaient différents cette fois. Il n'y avait pas d'angoisse ni de rage incontrôlée, seulement de la détermination. Chaque pas était une déclaration silencieuse. Je viens pour toi, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as détruit. Quand je suis arrivé, le gardien m'a reconnu. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il sentait déjà la tempête que j'apportais avec moi.
Bonjour, monsieur. A-t-il dit avec un certain malaise. Je suis ici pour voir Alex, ai-je répondu sans détour. Laissez-moi appeler, a-t-il balbutié. Non, ai-je interrompu en le fixant. N'appelez pas. Je monte. Le gardien a hésité. Il a regardé vers la guérite. Il a regardé vers le bâtiment. Il savait qu'il ne pouvait pas m'arrêter sans causer de problème. Finalement, il a cédé. Il est au 4e étage, appartement 4B. J'ai hoché la tête, stockant l'adresse dans ma mémoire comme si je l'avais attendu toute ma vie. J'ai passé le tourniquet et suis entré dans le hall. L'ascenseur a mis une éternité à s'ouvrir, mais une fois à l'intérieur, le silence métallique a semblé être un préambule solennel. J'ai regardé mon reflet dans les portes. Un homme avec des yeux pleins d'un feu que personne ne pourrait éteindre. Quand les portes se sont ouvertes, le couloir était vide. J'ai avancé lentement, sentant chaque battement de cœur dans ma poitrine, comme un tambour annonçant la bataille. Devant la porte 4B, je me suis arrêté. J'ai respiré. J'ai organisé mes idées. Et j'ai frappé. Au début, il n'y a pas eu de réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort. J'ai entendu des pas familiers, des pas que ma fille a dû entendre des milliers de fois s'approcher d'elle pour lui faire du mal. La porte s'est ouverte slowly, et il était là, mon ex-gendre, plus jeune que moi, physiquement plus fort, plus arrogant que jamais. Il portait des vêtements de sport chers. Il avait un sourire arrogant jusqu'à ce qu'il me voie. Son visage a changé. Le sourire est mort. Ses yeux se sont agrandis avec un mélange de surprise, d'agacement et de peur. Vous, a-t-il craché le mot comme si j'étais une peste. Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai regardé attentivement, sans me presser. Il est devenu mal à l'aise. Vous n'avez rien à faire chez moi, a-t-il ajouté en essayant de retrouver son ton de supériorité. Je suis venu vous parler, ai-je dit enfin. Et je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas fait. Il a laissé échapper un rire court et nerveux. Parler de quoi? De votre fille? Elle a cherché ce qui lui est arrivé. Je ne vais pas être responsable d'une femme inutile incapable de subvenir à ses besoins. Là, je l'ai senti. Mon estomac s'est retourné. Mon sang a bouilli, mais je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas avancé. Je ne l'ai pas touché. J'ai juste pris une profonde inspiration. Je vais le répéter une seule fois, ai-je dit avec un calme glacial. Parlez de ma fille avec respect ou ce sera pire pour vous. Il a froncé les sourcils. Pire? Vous me menacez, vieil homme? Non, ai-je répondu en le regardant dans les yeux. Une menace, c'est dire quelque chose qui pourrait arriver. Je ne travaille pas avec des pourrais. Je travaille avec des faits. Il a ri à nouveau, cette fois plus fort. Et qu'est-ce que vous allez faire? Me frapper? Appeler la police? Dire au monde que votre fille est une ratée? C'est à ce moment précis que j'ai compris pourquoi ma fille s'était brisée, pourquoi elle était tombée si bas, pourquoi elle avait eu peur de rentrer à la maison. Cet homme n'avait pas d'âme. Laissez-moi entrer, ai-je ordonné. Non. Alors je parlerai ici, ai-je répondu en soulevant un peu la mallette. Ses yeux se sont fixés dessus. La peur est revenue. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Ce qui devrait vous inquiéter, ai-je répondu. Des preuves, des documents, des messages, des transactions illicites, des conversations avec votre maîtresse avant de quitter ma fille, et le plus intéressant, la preuve que vous avez commis une fraude avec la vente de la maison, une propriété qui légalement n'aurait jamais dû être à votre nom. Il a pâli. Je l'ai vu déglutir difficilement. Je l'ai vu vaciller une seconde. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, a-t-il balbutié en reculant d'un pas, non, ai-je souri légèrement. Je sais tout et ce que je ne sais pas, je le découvrirai. Aujourd'hui, je suis venu vous avertir. Demain, je n'avertirai plus. Il respirait vite. Il a regardé nerveusement à l'intérieur de l'appartement. Quelqu'un bougeait dans la cuisine. La maîtresse. Alors j'ai su qu'il ne voulait pas qu'elle entende. Écoutez bien, ai-je dit en me penchant juste un peu vers lui. Ma fille a dormi dans la rue, seule, affamée, brisée, pendant que vous jouiez aux riches ici. C'est fini. Vous ne pouvez rien prouver, a-t-il essayé de répondre. Mais sa voix tremblait.
Aujourd'hui, je ne viens pas le prouver. Aujourd'hui, je viens vous le dire. Demain sera différent. Il a ouvert la bouche pour dire autre chose, mais il n'a pas pu. Il est resté là, paralysé, regardant l'homme qu'il pensait faible juste parce qu'il avait les cheveux gris. J'ai souri d'un petit sourire contrôlé, dangereux. Profitez de votre journée, Alex. Il vous en reste peu comme celle-ci. Je me suis retourné. J'ai marché vers l'ascenseur. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. J'avais accompli la première partie. Il savait déjà que je l'avais trouvé, et il savait, même s'il ne l'admettrait pas, que cette fois il ne pourrait pas s'échapper. L'ascenseur descendit lentement, et tandis que les lumières du panneau passaient de 4 à 3, puis à 2, je sentis ma respiration se stabiliser à nouveau. Je n'avais pas levé le petit doigt contre lui, mais je l'avais vu trembler. Pour la première fois, Alex comprit que ce n'était plus la main de quelqu'un d'autre qui tremblerait, mais la sienne. La justice, tôt ou tard, arrive, surtout quand un père cesse de se taire. Quand j'ai quitté l'immeuble, le gardien du matin a levé les yeux. Son regard était différent de la veille, un mélange de respect et de surprise. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-il avec prudence. « Pas encore » ai-je répondu. « Mais bientôt. » Je suis allé à ma voiture et me suis assis sans démarrer le moteur. J'ai sorti le dossier de la mallette et j'ai revu les documents à nouveau. Chaque facture, chaque virement, chaque contrat falsifié, tout s'emboîtait parfaitement. Alex avait toujours été négligent avec l'argent des autres. Il pensait que les lois étaient pour les imbéciles, qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Sa plus grande erreur a toujours été son arrogance. J'ai allumé mon téléphone et j'ai vérifié les messages arrivés du cabinet d'avocat. Il travaillait avec une précision chirurgicale. Il avait obtenu une ordonnance préliminaire pour examiner la vente de la maison. De plus, un juge avait accepté d'étudier la possibilité de geler les avoirs d'Alex jusqu'à ce qu'il soit déterminé si la transaction avait été frauduleuse. Un sourire est apparu sur mon visage. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'équilibre. C'était de la justice. Cependant, avant de poursuivre mon plan, je devais rentrer à la maison. Je voulais m'assurer que ma fille allait bien. Je suis passé par la boulangerie du quartier et j'ai acheté du pain frais, du jus d'orange et quelques fruits qu'elle aimait toujours quand elle était enfant. Ce petit geste m'a donné l'impression que nous récupérions quelque chose de perdu. En entrant, j'ai entendu du bruit dans la cuisine. Je me suis approché lentement. Elle était là, le dos tourné, en train de faire du café. Quand elle s'est retournée et m'a vu, son visage s'est illuminé. « Papa, je pensais que tu dormais encore. » a-t-elle dit avec un sourire timide. Je suis sorti tôt. Il y avait des choses à régler, ai-je répondu en posant le sac sur la table. Elle est venue me serrer dans ses bras. Sa peau sentait le savon et son étreinte tremblait, mais elle était sincère. Cette fragilité m'a brisé l'âme. Personne ne devrait faire ça à un autre être humain, encore moins à la personne avec qui on a dit, pour toujours, devant un autel. « As-tu bien dormi ?» ai-je demandé en rompant le silence. « Mieux que depuis des années » a-t-elle répondu en regardant la tasse dans ses mains. « Papa, je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier pour quoi que ce soit. Je suis ton père. Je suis là pour te soutenir quand le monde s'effondre. » Elle a pris une profonde inspiration, comme si cette phrase l'avait un peu guérie, mais je sais qu'à l'intérieur d'elle, il y avait un nœud qui mettrait du temps à se défaire. Après avoir déjeuné ensemble, elle est montée prendre une douche. J'ai profité de l'occasion pour appeler Samuel, mon avocat et vieil ami. « Prêt pour la prochaine phase ?» a-t-il demandé dès qu'il a répondu. « Prêt » ai-je répondu. « Je veux tout présenter aujourd'hui. »« Parfait. Je t'attendrai dans mon bureau dans 1 heure. » J'ai raccroché, mis ma veste et regardé vers les escaliers. « Je sors un moment » ai-je dit à ma fille. « Je serai de retour dans peu de temps. » Elle a hoché la tête sans rien demander. Elle savait que je tirais des ficelles invisibles pour elle, et elle avait confiance. J'ai quitté la maison le cœur ferme. Il n'y avait pas de retour en arrière. Le bureau de Samuel était en centre-ville, dans un immeuble ancien mais bien conservé. Quand je suis arrivé, il avait déjà tout préparé sur la table. Des dossiers, des enregistrements, des déclarations de voisins, des copies certifiées de documents. « Michael, ce que tu as ici. » a dit Samuel en ajustant ses lunettes,
est suffisant pour le couler légalement. Non seulement pour la vente frauduleuse, mais aussi pour l'abandon financier, les menaces et l'historique de manipulation que nous pouvons prouver avec des témoins. Je ne veux pas ruiner sa vie pour le plaisir, ai-je répondu. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait et je veux que ma fille récupère ce qui lui appartient. Samuel a hoché la tête. Alors nous sommes sur la bonne voie. J'ai signé plusieurs documents. Chaque signature était comme enlever une autre brique du château de mensonges où vivait Alex. Quand nous avons fini, Samuel s'est adossé à sa chaise. « Veux-tu qu'on le prévienne aujourd'hui » a-t-il demandé. « Pas encore » ai-je répondu. « Avant ça, je dois faire autre chose. » Samuel a haussé un sourcil. « Quelque chose de légal ? Aussi légal que de respirer. » Il a souri. Il savait que j'étais un homme de principe. Mais il savait aussi qu'il y avait des limites qui, une fois franchies par d'autres, exigeaient des réponses énergiques. De retour dans ma voiture, j'ai pensé à l'inévitable. Tôt ou tard, ma fille devrait affronter son passé en face. Mais avant cela, c'était à Alex de sentir le sol s'effondrer sous ses pieds. Je suis retourné au condominium des Chênes. Le gardien m'a regardé, surpris. « Encore ici, monsieur ? » « Détendez-vous, ai-je dit. Je ne viens pas lui parler. »« Oh, d'accord. » a-t-il répondu avec soulagement. Je suis arrivé au parking souterrain. Je savais quelle était sa voiture. Une berline noire, qu'il exhibait comme s'il s'agissait d'un trône sur roues. Je me suis approché et j'ai sorti quelque chose de la mallette, une feuille plastifiée qu'on ne pouvait ignorer. C'était une copie de la plainte légale avec la date et le sceau du tribunal. Pas l'original, mais assez pour lui provoquer une crise de nerfs. Je l'ai placé avec soin sur le pare-brise, sous l'essuie-glace. Puis je me suis reculé de quelques pas et j'ai regardé la voiture de loin. Personne d'autre ne l'a remarqué, mais moi si. Ce papier était le début de la fin. Quand je suis monté dans l'ascenseur pour retourner à la surface, mon téléphone a sonné. Le nom sur l'écran m'a glacé. Alex. J'ai répondu sans rien dire. Vieil homme, a-t-il dit d'une voix brisée. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est que ce papier sur ma voiture? Pourquoi te mêles-tu encore de ma vie? J'ai souri. Mais c'était un sourire triste, fatigué. Pourquoi t'es-tu mêlé de la vie de ma fille? Ai-je répondu. Tu ne peux pas me faire ça, Michael. Tu ne peux pas, sa respiration était agitée, comme s'il était au bord d'une crise de panique. Parlons. S'il te plaît. Nous avons déjà parlé aujourd'hui, ai-je répondu calmement. Attends, ne raccroche pas, mais j'ai raccroché. L'ascenseur a ouvert ses portes. Je suis sorti. J'ai respiré l'air frais de l'après-midi. Ma guerre n'était pas faite de coups. Elle était faite de vérité. Et il venait de recevoir la première. Cet après-midi-là, après avoir raccroché, je suis resté quelques secondes à regarder l'écran noir. C'était étrange. Pendant des années, Alex s'était cru invincible, inaccessible, intouchable. Et maintenant, avec juste un papier sous l'essuie-glace de sa voiture, sa voix s'était brisée comme celle d'un enfant effrayé. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai commencé à marcher vers la sortie du condominium. Il était temps de retourner auprès de ma fille, mais il était aussi temps de préparer le prochain coup. Le papier sur sa voiture n'était pas une menace. C'était un avertissement, un petit aperçu de l'abîme qui s'ouvrait sous ses pieds. Alors que je m'éloignais, j'ai entendu des pas précipités derrière moi. J'ai tourné la tête, et il était là, Alex, respirant avec difficulté, comme s'il avait dévalé plusieurs étages par les escaliers pour me rattraper. Il transpirait, tremblait, et son arrogance, celle qu'il avait tant nourrie, avait disparu. « Michael, attendez » a-t-il dit en levant une main. Je me suis arrêté, non pas pour lui, mais pour ce que ce moment représentait. Pour la première fois de sa vie, c'était lui qui poursuivait un autre. « Que voulez-vous » ai-je demandé d'une voix neutre. « Pouvons-nous parler entre hommes, entre adultes » a-t-il balbutié en avalant sa salive. « Nous avons déjà parlé aujourd'hui » ai-je répété sans bouger. « Pas comme ça. Pas avec ce papier. Qu'est-ce que c'est? Quel genre de mensonge inventez-vous? » J'ai sorti la mallette et, sans l'ouvrir complètement, je lui ai laissé entrevoir le bord des documents à l'intérieur. Rien que vous n'ayez vous-même provoqué. Alex a reculé,
son visage contracté par un mélange de fureur et de peur. « Vous ne pouvez pas détruire ma vie, » a-t-il dit dans un murmure presque désespéré. « Comme vous avez détruit celle de ma fille, » ai-je répondu en le fixant. « Comme vous l'avez laissée sans abri. Comme vous l'avez abandonnée. Comme vous l'avez poussée. Comme vous l'avez humiliée pour qu'elle ne revienne jamais vers moi. C'est ça que vous voulez qu'on oublie ?» Il a ouvert la bouche mais n'a pas trouvé de réponse, car la vérité l'acculait plus que n'importe quel coup. « C'est du passé », a-t-il tenté de dire en reprenant un peu d'air. « Il faut regarder vers l'avant. » « Vous avez regardé vers l'avant quand vous avez vendu ce qui lui appartenait, » ai-je répondu en faisant un pas vers lui. « Maintenant, ce sera à votre tour de regarder en arrière, sur tout ce que vous avez fait, et cette fois, vous ne pourrez pas vous cacher. » Il s'est tendu. « Michael, j'ai une vie maintenant, un fils en route. Je ne veux pas de problème. » Je n'en voulais pas non plus, ai-je répondu froidement. « Mais vous les avez créés, et la différence entre vous et moi, c'est que j'assume la responsabilité de ce que je fais. » Il est resté silencieux, mais sa respiration trahissait qu'il était au bord de l'effondrement. Cet homme qui avait fait pleurer ma fille tant de fois avait maintenant peur de quelques feuilles de papier. Sans en dire plus, je me suis retourné. Il ne m'a pas suivi. Il n'a pas osé. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Samuel. « Je veux voir la maîtresse, » lui ai-je dit. « La maîtresse » a-t-il répété, surpris. « Oui, j'ai besoin de son témoignage, même si elle ne le donne pas officiellement. J'ai besoin qu'elle sache avec qui elle vit. » Samuel a soupiré. « Michael, ça peut compliquer les choses. Je sais, mais c'est nécessaire. » Il savait qu'il ne pouvait pas m'arrêter. « D'accord, je t'enverrai son adresse. » Mon téléphone a vibré quelques secondes plus tard avec un message. Adresse, numéro d'appartement, nom complet. En arrivant à la maison, ma fille était assise à table, consultant un vieux carnet. Quand elle m'a vu entrer, elle m'a offert un doux sourire. « Papa, tu as fait quelque chose, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Le premier pas, elle n'a pas posé plus de questions. Elle ne voulait pas de détails. Peut-être avait-elle peur d'entendre la vérité. Ou peut-être avait-elle plus confiance en moi qu'en n'importe quelle explication. Nous avons mangé ensemble, un repas simple, mais plein de quelque chose que nous n'avions pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Après le dîner, je l'ai accompagnée dans sa chambre. Je lui ai souhaité bonne nuit et j'ai attendu qu'elle s'endorme. Quand j'ai su qu'elle se reposait, j'ai repris la mallette. Il était temps de continuer. L'adresse de la maîtresse se trouvait dans un autre quartier élégant, un immeuble plus petit, mais tout aussi cher. Je suis arrivé vers 21h. Le portier m'a arrêté. « Qui cherchez-vous » ? « Ashley » ai-je répondu en utilisant son prénom. Il a vérifié une liste. « Qui êtes-vous » ? « Une vieille connaissance. » Je ne mentais pas. Je l'avais vu aux côtés d'Alex plus de fois que je n'aurais voulu m'en souvenir. Le portier a hésité un moment. Puis il a appelé l'appartement. Il a parlé à voix basse. Il a raccroché. « Vous pouvez monter » a-t-il dit finalement. Quand j'ai atteint la porte de l'appartement, j'ai entendu une voix féminine de l'autre côté. « Qui est-ce » ? « C'est Michael » ai-je répondu. « Le père de Sarah. » Il y a eu un silence, long, tendu, profond. La porte s'est entr'ouverte. Ashley était là, les cheveux attachés, les yeux gonflés et vêtue d'une robe de chambre élégante. Son ventre arrondi montrait sa grossesse avancée. « Entrez » a-t-elle dit finalement en ouvrant complètement la porte. Je suis entré sans enlever ma veste. Ashley s'est assise sur le canapé, une main posée sur son ventre. « Je sais pourquoi vous êtes venu » a-t-elle dit sans me regarder directement. « Oh, vraiment » ai-je répondu. Alex m'a appelé. Il a peur. Je me suis assis en face d'elle. Il devrait avoir peur, ai-je répondu calmement. Elle a soupiré et m'a finalement regardé dans les yeux. Il m'a dit que vous vouliez le ruiner. Il s'est ruiné tout seul, ai-je dit sans ciller. Et il a entraîné ma fille avec lui. Je ne fais que remettre les choses à leur place. Elle a baissé le regard. Elle avait l'air nerveuse. Elle avait l'air fatiguée. Et pour la première fois, elle avait l'air perdue. « Michael » a-t-elle dit à voix basse. Je ne savais pas qu'il avait laissé Sarah dans la rue.
Il m'a dit qu'elle l'avait abandonnée, qu'elle était folle, qu'elle était violente, qu'elle ne méritait rien. Et vous l'avez cru, ai-je demandé en me penchant en avant. Ses yeux se sont remplis de larmes. Oui, a-t-elle admis en tremblant. Et maintenant, je ne sais plus quoi croire. J'ai sorti le dossier de la mallette. Je l'ai posé devant elle. Croyez en ceci, lui ai-je dit. Elle a ouvert le dossier, a regardé les documents, a lu les messages, les dates, les preuves. Son visage a changé à chaque feuille. Sa respiration s'est accélérée. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a failli laisser tomber les papiers. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. Ashley, ai-je dit doucement. Je ne suis pas venu vous demander quoi que ce soit. Je suis juste venu vous montrer la vérité. Ce que vous déciderez de faire ensuite ne dépend que de vous. Elle m'a regardé avec des yeux rouges. Il m'a dit que vous étiez violent, que votre fille était partie parce que vous étiez un mauvais père. Vous a-t-il dit ça, ai-je demandé avec un sourire amer. Oui. Alors vous savez déjà qui est Alex, ai-je répondu en me levant. Un homme qui a toujours besoin d'un monstre pour justifier ses erreurs. Elle s'est effondrée en larmes. Elle a pleuré comme si son monde s'était écroulé. Et en silence, j'ai su que j'avais accompli quelque chose de plus profond que n'importe quel coup juridique. J'avais brisé le seul refuge émotionnel qu'Alex avait. Quand j'ai quitté l'appartement, j'ai pris une profonde inspiration. L'air de la nuit était froid mais libérateur. Alex ne le savait pas encore, mais ce que j'avais fait ce jour-là serait impossible à inverser. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, la maison était silencieuse. Le soleil entrait par la fenêtre de la salle à manger, illuminant la table où ma fille s'asseyait autrefois pour écrire dans un carnet déjà usé par tant de larmes. Je me suis fait un café et je suis resté un moment à regarder la porte de sa chambre. Elle dormait encore. Elle avait l'air si calme quand elle se reposait, si différente de la femme brisée que j'avais trouvée allongée dans la rue. J'ai pris une gorgée et j'ai regardé l'horloge. 8 heures pile. Le téléphone a vibré. C'était Samuel. Michael, a-t-il dit sans détour. Alex est allé au commissariat ce matin. Pour me dénoncer, ai-je demandé d'un ton presque amusé. Pour dénoncer qu'il est victime d'extorsion. Mais avant qu'il ait fini de parler, quelqu'un d'autre est apparu, qui? Samuel a fait une pause, comme s'il savourait le moment avant de le dire. Ashley. Tu as eu un effet immédiat sur elle. Elle est allée au commissariat avec le dossier que tu lui as laissé. Avec tout. J'ai fermé les yeux un instant, non par surprise, non par soulagement, mais pour quelque chose que j'attendais de ressentir depuis longtemps. La justice. Et qu'a dit l'officier, ai-je demandé. Que la plainte d'Alex ne tient pas. Et maintenant? Sa voix est devenue plus basse, maintenant ils ont 2 pistes d'enquête ouvertes. Une pour fraude et une autre pour violence psychologique et abandon financier envers votre fille. Je n'ai rien dit. J'ai juste inspiré profondément. Ça ne fait que commencer, a ajouté Samuel. Prépare-toi. Il va t'appeler. Qui l'appelle, ai-je répondu. J'ai raccroché. Pas même 10 minutes ne sont passées avant que le téléphone ne vibre à nouveau. Le nom d'Alex clignotait à l'écran. J'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-il crié sans même respirer. Qu'est-ce que tu as raconté à Ashley? Pourquoi as-tu mêlé la police à ça? Je n'ai montré que la vérité, ai-je dit d'une voix calme. Mensonge, a-t-il craché. Tu as tout manipulé. Tu l'as embrouillé. Tu l'as empoisonné. Alex, elle a lu tes messages. Ta propre histoire t'a empoisonné tout seul. Il y a eu un silence tendu. J'ai entendu sa respiration accélérée, presque irrégulière. Ne ruine pas ma vie, a-t-il dit finalement, d'un ton qui frisait la supplication. Tu as ruiné la vie de ma fille, ai-je répondu sans élever la voix. Ce qui t'arrive à partir de maintenant n'est pas mon affaire. Il a frappé quelque chose. Un claquement de porte, un meuble. Je ne sais pas, mais quelque chose s'est cassé. Et je ne parle pas de bois. Michael, nous n'avons rien à nous dire, ai-je répondu, et j'ai raccroché. En milieu de matinée, ma fille est sortie de sa chambre. Ses yeux étaient encore gonflés de fatigue, mais elle avait une sérénité que je n'avais pas vue depuis des années. Bonjour, papa, a-t-elle dit en s'approchant de la table. Bonjour, chérie, ai-je répondu.
Elle s'est fait un thé et s'est assise en face de moi. J'ai rêvé de maman, a-t-elle murmuré. Elle m'a dit que tout allait bien se passer, que tu saurais quoi faire. J'ai senti une boule dans ma gorge. Ta mère a toujours été plus sage que moi, ai-je dit. Et elle t'a toujours adoré. Ma fille a souri. Un petit sourire, fragile, mais réel. Papa, a-t-elle murmuré. Il s'est passé quelque chose? J'ai hoché la tête. La police enquête sur Alex. Elle a ouvert de grands yeux de surprise. Vraiment? Oui, ai-je répondu fermement. Et Ashley a apporté des preuves. Ma fille a mis ses mains à sa bouche. Elle sait tout. Maintenant, oui. Ma fille a baissé le regard. Papa, je ne voulais pas ruiner sa vie. Je voulais juste qu'il me laisse vivre en paix. Sarah, ai-je dit doucement en l'appelant par son nom. Il a ruiné sa propre vie. Tu ne fais que récupérer la tienne. Elle a pleuré en silence. Des larmes propres, non de douleur, mais de soulagement. À 17 heures, Samuel est arrivé à la maison. Il a apporté un dossier et un visage sérieux. Michael, a-t-il dit en entrant. Ça avance plus vite que je ne le pensais. Qu'est-il arrivé maintenant? Il s'est assis à table et a ouvert le dossier. Ashley a fait sa déclaration volontaire. Elle a dit qu'Alex lui a menti sur tout ce qui concerne Sarah, qu'il lui a caché la vente de la maison et qu'il l'a manipulée pour l'éloigner de tout contact avec vous et votre fille. Je regardais Samuel attentivement. Et quoi d'autre? Samuel a pris une profonde inspiration. Elle a dit que la nuit dernière, quand elle a vu les preuves que vous lui avez montrées, il l'a menacée. Pas physiquement, mais psychologiquement. Il lui a crié dessus. Il lui a dit que si elle parlait, il s'assurerait qu'elle en subirait les conséquences. J'ai serré les poings. Ce lâche n'a jamais changé. Ashley a clairement indiqué qu'elle craint pour sa sécurité. A poursuivi Samuel, et étant une femme enceinte, cela pèse lourdement dans le rapport. Je suis resté silencieux pendant quelques secondes. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de justice froide, comme une balance qui commençait enfin à s'équilibrer. Vont-ils le convoquer, ai-je demandé. Plus que le convoquer, a répondu Samuel en fermant le dossier. Ils l'ont déjà fait. Il doit se présenter demain. Sinon, ils émettront un mandat. J'ai hoché la tête lentement. Michael, a ajouté Samuel en me regardant sérieusement. Tu dois être préparé. Alex ne va pas abandonner facilement. Je sais, ai-je dit. Et tu dois aussi être prêt à la réaction de ses beaux-parents. Ils l'ont toujours protégé. J'ai souri avec un calme qui m'a même surpris. Ils ne savent pas ce que je sais. Samuel a soutenu mon regard. Il n'a pas posé plus de questions. Il savait que mon silence signifiait que la fin était proche. Ce soir-là, ma fille et moi avons dîné ensemble. La nourriture avait un goût différent, non pas parce qu'il y avait quelque chose de spécial sur la table, mais parce qu'il y avait la paix, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pendant que nous buvions du café, elle a demandé, « Papa, que va-t-il se passer quand Alex affrontera tout ça ?» Ce qui doit arriver arrivera, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, mais a ensuite ajouté, « Et toi, ça va aller ?» Je l'ai regardée avec tendresse. « Chérie, j'ai commencé ça pour toi, et je le finirai pour toi. » Elle s'est levée, a fait le tour de la table et m'a serré fort dans ses bras. Ce furent des secondes éternelles. De celles que l'on garde pour toujours. « Merci, papa, a-t-elle murmuré. « Ne me remercie pas, ai-je répondu. Je ne fais que ce que tout père devrait faire. » Quand elle est allée dormir, je suis resté assis, regardant la fenêtre avec les lumières de la rue se reflétant sur la vitre. Demain serait un jour important, un jour qu'Alex ne pourrait pas éviter, un jour qui changerait le cours de tout. Et tandis que l'horloge avançait, je savais que ce qui allait arriver serait définitif. Je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne, non pas parce que j'étais anxieux, mais parce que je savais que je ne pouvais pas accueillir cette journée endormie. Je me suis levé, lentement, j'ai fait du café, et je suis resté un long moment à regarder la vapeur monter de la tasse. C'était curieux de voir comment, après une vie entière de travail, à élever des enfants, à perdre ma femme et à affronter tant de tempêtes, mon cœur battait aujourd'hui avec un calme étrange, un calme qui n'apparaît que lorsqu'on sait que la vérité est enfin sur le point de triompher. La maison était silencieuse.
Ma fille dormait encore. Malgré toute la souffrance des dernières nuits, elle avait enfin réussi à se reposer. Sa respiration depuis le couloir semblait sereine. Cela, plus que toute autre chose, me donnait la force de continuer. À 8h30 précise, Samuel est arrivé. Il n'a pas frappé à la hâte, mais avec ce coup ferme et sûr, comme toujours. Prêt, a-t-il demandé en entrant. Plus que jamais. Samuel a apporté 2 dossiers, sa mallette et le geste sérieux d'un homme qui connaît les fins difficiles, mais aussi les fins justes. Aujourd'hui, Alex doit se présenter au commissariat, a-t-il dit en se versant un café. Et crois-moi, ce ne sera pas une simple rencontre. J'ai hoché la tête. Et Ashley, ai-je demandé. Elle est là depuis tôt ce matin, a-t-il répondu. Et elle n'est pas seule. Sa mère l'accompagne. Cela m'a surpris. La mère? Samuel a à peine souri. Il semble que la nuit dernière, Ashley lui a parlé, et elle a tout raconté ce qu'elle avait vécu. Ce qu'il lui a dit, ce que tu lui as montré, ce qu'il avait fait à ta fille. L'image m'a frappé durement. Une femme enceinte, jeune, tremblante, avouant qu'elle vivait avec un manipulateur sans s'en rendre compte, et sa mère la tenant, écoutant une histoire qu'aucune mère ne voudrait entendre. Elle veut aussi témoigner, a ajouté Samuel. Elle affirme qu'il y a des mois, elle a vu des signes, mais n'a pas su les interpréter. J'ai poussé un long soupir. Alors aujourd'hui, tout sera connu, ai-je dit. Samuel a nié doucement. Une partie, mais ce sera suffisant pour qu'Alex arrête de se faire passer pour un homme respectable. À 10h, nous sommes partis pour le commissariat. L'endroit était plus agité que d'habitude. Il y avait des voix, des chuchotements, des gens qui entraient et sortaient, et là, assise, le regard baissé, se trouvait Ashley. Je ne l'avais pas vue depuis cette nuit-là. Ses mains reposaient sur son ventre, et il était clair qu'elle avait pleuré récemment. Je me suis approché lentement. Ashley, ai-je salué d'un ton chaleureux. Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Mais dans son expression, il y avait quelque chose de plus que de la tristesse. Il y avait de la décision. Monsieur Michael, a-t-elle murmuré. Merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux. J'ai nié doucement. Ne me remercie pas. Tu t'es ouvert les yeux toute seule. Je t'ai juste montré un miroir. Elle a pincé les lèvres et a hoché la tête. Ma mère est à l'intérieur, a-t-elle dit. Elle parle aux officiers. Bien, ai-je répondu. C'est important. À ce moment, la porte du commissariat s'est ouverte brusquement. Alex est apparu. Il était bien habillé, comme toujours, mais son apparence était loin de son arrogance habituelle. Il avait une chemise froissée, les cheveux en désordre et une respiration agitée. Mais le plus choquant était son regard, un mélange de peur, de rage et de désespoir. Quand il a vu Ashley, son visage s'est tendu. Quand il m'a vu, il a perdu ses couleurs. Vous, a-t-il craché entre ses dents. Alors vous l'avez fait. Vous avez retourné tout le monde contre moi. Non, Alex, lui ai-je dit calmement. Tu l'as fait tout seul. Ashley a reculé quand il s'est approché. Instinctivement, je me suis mis devant elle. Alex, l'ai-je averti. Pas un pas de plus. Il m'a regardé avec une haine que je n'avais jamais vue chez personne. Vous avez détruit ma vie, a-t-il dit. J'ai un peu penché la tête. Non, j'ai juste cessé de te permettre de détruire celle de ma fille. Samuel a fait un pas en avant. Alex, il est temps. Entrez. Il est resté immobile, comme si son corps refusait de bouger. Je ne vais rien déclarer, a-t-il dit. Parfait, a répondu Samuel. Nous le ferons sans vous. Nous le ferons sans vous, l'a frappé plus que n'importe quelle insulte. À l'intérieur, la scène était différente. Ordonnée, froide, officielle. Les déclarations ont été prises une par une. D'abord, Ashley a parlé. Je l'ai entendu de derrière la vitre. Sa voix était douce mais ferme. Elle a tout raconté. Les cris, les mensonges, les manipulations. Les nuits où Alex la faisait se sentir responsable de tout ce qu'il faisait. Elle a parlé de la vente de la maison de ma fille, de la façon dont il l'avait trompée en lui disant que Sarah ne voulait se battre pour rien. Et enfin, elle a parlé de la peur. C'est ce qui a le plus marqué.
L'officier l'a regardé avec empathie et a noté chaque mot. Puis sa mère a parlé. Sa déclaration était énergique. Ma fille a changé depuis qu'elle est avec lui. Je pensais que c'était la grossesse, mais non, c'était lui. L'officier a terminé la note avec une expression sérieuse. Alex a été appelé ensuite. La pièce est devenue si silencieuse que l'on pouvait entendre le clavier d'un ordinateur à l'autre bout. J'attendais dans le couloir quand soudain la porte s'est ouverte et il est sorti furieux. Ils ont tout inventé, a-t-il crié. Tout. C'est un mensonge. Elle est manipulée par ce vieil homme. Il a montré Samuel, puis moi, puis Ashley. Vous deux, vous avez ruiné ma famille. Alex, a dit Samuel avec un calme forcé. Une famille n'est pas ruinée en montrant la vérité. Elle est ruinée en la cachant. Alex tremblait de la tête aux pieds. Je ne compte pas tout perdre pour une exagération, a-t-il grogné. Tu l'as déjà perdu, ai-je dit doucement. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. La certitude qu'il n'y avait pas d'issue. Des heures plus tard, nous sommes rentrés à la maison. Ma fille préparait une soupe. Elle s'est précipitée vers moi. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Je l'ai regardée, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé mes mains sur ses épaules. C'est fini, chérie. Il est acculé. Il ne peut plus te faire de mal. Elle est restée immobile. Puis elle s'est mise à pleurer, mais c'était un cri différent, comme si son corps expulsait des années de douleur tenue. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai senti sa tête trembler sur ma poitrine. Papa, pourquoi ai-je mis si longtemps à le quitter, a-t-elle demandé entre deux sanglots. Parce que tu croyais en l'amour, ai-je dit. Et ce n'est pas une erreur. Elle s'est un peu écartée et m'a regardé avec des yeux rouges. Tu penses que je pourrais recommencer? J'ai caressé ses cheveux. Tu le pourras. Tu n'es pas seul. Tu ne le seras plus jamais. Ce soir-là, pendant qu'elle dormait, j'ai reçu un message. C'était Samuel. Michael. Une ordonnance d'éloignement vient d'être émise contre Alex. De plus, ils vont commencer le processus d'enquête formelle. Demain, je t'en dirai plus. Je l'ai lu plusieurs fois. J'ai ressenti un immense soulagement. Non pas parce que je voulais le voir couler, mais parce que pour la première fois depuis des années, ma fille pouvait relever la tête sans crainte. Je me suis versé un whisky. Je me suis assis dans le fauteuil et j'ai soupiré longuement, profondément, libérateurement. Soudain, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Silence, puis une voix brisée. Michael? C'était Alex. Je ne veux pas de problème, a-t-il dit. Je veux juste te parler, d'homme à homme. Juste ça. Je suis resté silencieux. Je suis détruit, a-t-il poursuivi. J'ai perdu Ashley. Ma famille ne veut plus me voir. Et maintenant, face à la loi, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas répondu. Je sais que tu. Sa voix s'est brisée. Tu as raison. J'étais un monstre. Cela m'a surpris. Michael, je veux juste. Il a avalé sa salive. Je veux juste demander pardon. Je ne sais pas si ça aide. Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais je devais le dire. J'ai pris une profonde inspiration. Alex, ai-je dit d'une voix ferme, ce n'est pas à moi de te pardonner. Il y a eu un long silence. Je sais, a-t-il murmuré, et il a raccroché. Quand j'ai posé le téléphone, je suis resté à regarder le mur. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je n'ai pas ressenti de vengeance. J'ai juste senti que la boucle était bouclée. Ma fille dormait en sécurité dans la chambre voisine. Ashley, enceinte, était loin d'un homme qui aurait pu détruire sa vie. Alex, pour la première fois, faisait face aux conséquences réelles de ses actes. Et je pouvais dormir sans avoir l'impression de trahir la mémoire de ma femme. J'ai fini le whisky. J'ai éteint la lumière, et en montant les escaliers, une certitude m'accompagnait. Nous avions survécu, et demain serait meilleur. Il y a des moments dans la vie qui semblent vous couper le souffle, mais il y en a aussi d'autres qui vous le redonnent. Aujourd'hui, assis à la table où ma femme et moi avons partagé tant de souvenirs, je regarde ma fille endormie sur le canapé, serrant une couverture,
respirant calmement, et je comprends que tout cela en valait la peine. Je n'aurais jamais imaginé que je devrais la sauver d'une chute aussi profonde. Je n'aurais jamais pensé que je la trouverais dormant dans la rue avec les mêmes vêtements qu'elle portait en quittant sa maison, croyant que l'amour suffisait pour être heureux. Ce jour-là, j'ai senti mon cœur se briser. Mais j'ai aussi compris qu'un père ne cesse jamais d'être un père. Pas quand son enfant grandit, ni quand la vie tourne mal. Au cours de ces mois, j'ai appris que la justice n'est pas toujours rapide, mais quand elle arrive avec une force qui change tout. Ma fille a commencé une thérapie. Elle reconstruit son estime de soi, et elle recommence à se regarder dans le miroir sans honte ni peur. Et moi, j'ai recommencé à sentir que j'ai encore quelque chose à offrir à ce monde, même si j'approche des 70 ans. Concernant Alex, je n'ai pas de rancune, je n'en ai pas besoin. La vie elle-même s'est chargée de lui montrer que les actions ont des conséquences. Il a perdu plus qu'une maison ou une position. Il a perdu le masque avec lequel il a trompé tant de gens. Et bien qu'il m'ait demandé pardon, il a compris que ce pardon n'était pas à moi de l'accorder. C'était à ma fille. Et elle, un jour, décidera quoi faire de cette blessure. Mais le plus important n'est pas ce qu'il a perdu, mais ce que nous avons gagné. Ma fille a retrouvé sa liberté. J'ai retrouvé ma famille. Et cette fois, je ne compte pas la laisser partir. Chaque matin, je la vois se réveiller plus forte, plus ferme, plus elle-même. Et quand elle me sourit, je me souviens que même dans les nuits les plus sombres, il y a toujours un lever de soleil qui attend. Je suis un homme simple, un homme âgé, un homme qui a fait des erreurs, mais qui a aussi appris à se relever. Et si je peux dire quelque chose après tout ce que j'ai vécu, c'est ceci, il n'est jamais trop tard pour sauver ceux que l'on aime. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Je suis Michael et c'était mon histoire. Avant de vous dire au revoir, je veux m'adresser à vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Vous êtes-vous abonné à la chaîne? Si cette histoire a touché votre cœur, votre abonnement me montre que vous aimez ce contenu et que vous voulez entendre beaucoup plus d'histoires comme celle-ci. Laissez-moi un j'aime, cela m'aide beaucoup à continuer de créer des histoires qui touchent l'âme. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire et ce que vous auriez fait à ma place. J'adore lire vos opinions et vos expériences. Et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. J'aime sentir que nous sommes connectés, peu importe la distance. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. À la prochaine histoire.